Sup et catch addict et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review, le SmackDown review du 23 octobre 2020. Le dernier SmackDown, la dernière ligne droite avant Hell in a Cell. Vous êtes prêts? Que le show commence. Déjà on a Kevin Owens qui nous accueille dans le tout premier Kevin Owens Show de sa nouvelle maison qui est tout simplement SmackDown. Et là donc il nous annonce son premier invité, son invité qui est ni plus ni moins qu'un multiple champion du monde intercontinental, le leader du Yes Movement, j'ai nommé Daniel Bryan. Et là donc là Daniel Bryan et Kevin Owens sont dans le ring et Kevin Owens prend la parole en disant que ça lui a fait énormément plaisir d'avoir été cité par les nombreux noms que Daniel Bryan a cités la semaine dernière quand il est arrivé à SmackDown au Thunderdome en parlant des nouveaux talents. Et donc là, Kevin Owens donc est tout simplement heureux et Daniel Bryan lui dit que voilà, depuis la draft, maintenant SmackDown a acquis de nombreux talents. Donc il cite quelques noms comme par exemple Jey Uso ou encore Big E. Et il est tout simplement heureux de voir que petit à petit SmackDown va devenir le plus grand show du monde. Et il parle d'un titre et il dit qu'un titre devrait être mis en jeu constamment pour pouvoir mettre en avant les jeunes talents. Il s'agit du titre intercontinental détenu par Sami Zayn. Et là, donc, Kevin Owens reprend la parole en disant que, en parlant de titres, il rappelle que Kevin Owens n'a jamais remporté les titres par équipe. Il a gagné toutes les autres ceintures, mais pas de titre par équipe. Et donc là, on voit bien que Kevin Owens commence petit à petit à essayer de voir avec Daniel Bryan pour former une nouvelle équipe. Et il va même jusqu'à mettre un nom en parlant du Team Hell KO. Mais Daniel Bryan, ça le gêne un petit peu parce que en entendant Hell, il se pense qu'il va faire équipe avec Kane. Et donc là, Kevin Owens, il dit ah non, désolé, c'est pas ma faute, différents jeux de mots. Alors que Kevin Owens aurait très bien pu choisir un autre nom comme par exemple Team Yes KO ou No KO, bref. Et donc là, on a donc l'équipe de Robert Wood et Dolph Ziggler qui arrivent et qui disent voilà, c'est bien, vous parlez d'équipe fantasy, mais vous ne parlez pas des deux plus grosses acquisitions de SmackDown suite au draft, donc ils parlent tout simplement de eux-mêmes. Et Dolph Ziggler, je crois que j'ai envie de piquer ta casquette parce que j'aime bien cette casquette-là, j'avais dans ma collection. Enfin bref. Et là donc là, on a les Street Profits, nos champions par équipe qui arrivent et qui va commencer à parler eux aussi que ça fait plaisir d'être à SmackDown. Mais on a les anciens champions par équipe de SmackDown, dont j'ai nommé Cesaro et Nakamura, dont Cesaro, qui disent que tout simplement qu'ils ne sont pas respectés du côté du show bleu. Et donc là, on sent qu'il y a une tension. Et là, Daniel Bryan qui propose à Kevin Owens, dit bah tiens, on va faire un avant-goût de notre équipe. Et une bagarre générale éclate. Et c'est qui amène à notre premier combat, un match à 8 où on a les Street Profits, Kevin Owens et Daniel Bryan de haute avec Rude Ziggler et Cesaro. Mais à noter que, putain, le match est bon. Mais regardez, Daniel Bryan a eu le temps de se changer, mais Kevin Owens, lui, qui combat en pantalon, quoi. Alors qu'il aurait très bien pu, en même temps que Daniel Bryan, se changer et mettre son short de combat. Et bah non, il combat en pantalon. Bref, mais le match, voilà, j'ai bien aimé Daniel Bryan qui vend une blessure au genou, mais ça n'empêche pas aux équipes de Babyface de gagner. Et putain, Montez Ford, je kiffe ses sauts de la 3e corde, son splash qui part du 5e, voire même du 6e étage, étage, 6e corde, c'est génial. Donc victoire des Babyface, voilà. Et tu vois qu'en coulisses derrière, on a donc l'équipe gagnante qui sont en train de célébrer et on a Daniel Bryan donc qui se retrouve tout seul et on a Sami Zayn qui vient à sa rencontre. Et là Sami Zayn qui dit voilà, j'ai écouté ton propos par rapport au titre intercontinental que je devrais le défendre toutes les semaines, mais Sami Zayn ne partage pas la vision de Daniel Bryan. Sami Zayn a dit qu'il fera le nécessaire pour cette défense de titre, mais il n'irait en aucun cas défendre son titre toutes les semaines à SmackDown. Et il a dit, tant que ce dernier sera champion, il fera ce qu'il veut. Donc on tease un petit peu une petite rivalité entre Sami Zayn et Daniel Bryan pour le titre intercontinental. Parce qu'en plus, Sami Zayn qui explique qu'il a battu de nombreux talents pour être champion intercontinental, dont Daniel Bryan à WrestleMania. Donc, est-ce qu'on va avoir une nouvelle rivalité Sami Zayn-Daniel Bryan? Franchement, s'il y a ça, je suis hyper content de voir cette rivalité. Donc là, on passe au seul match féminin, mais là, division féminine n'est pas respectée. On a Bianca Belair qui fait son retour, voilà, qui fait son premier match à SmackDown après ses nombreux clips vidéo promotionnels face à Zelina Vega. Et à noter que Bianca Belair qui représente bien SmackDown, tenue vraiment bleu et bleu
bleu et blanc pardon, à effigie de SmackDown avec les logos SmackDown et même le rouge à lèvres qui part du côté bleu. Mais le match, zéro respect pour Zelina Vega. Elle s'est fait mais défoncer par Bianca Belair. Le match a duré quelques minutes. Zelina Vega qui a même pas tenté de réussir à porter quelques prises à Bianca Belair qui est tellement forte, WWE a construit tellement forte que Bianca Belair peut se placer après la rivalité entre Bayley et Sasha Banks comme étant la prochaine challengeuse numéro 1 au titre de SmackDown. Et on continue cette série des squash matchs. On passe au troisième match de la soirée. Lars Sullivan affronte Shorty G. Ah bah non, là, c'est pareil. Il s'est fait défoncer Shorty G. Il a tenté quelques prises, mais ça n'a pas arrêté Lars Sullivan qui est construit beaucoup trop fort pour Shorty G. Et Shorty G donc se fait battre en quelques minutes par Lars Sullivan. Et juste après le match, il se fait interviewer en demandant son ressenti par rapport au match. Et il dit « I quit ». Je démissionne. Donc on comprend pas. Et on a Shorty G qui est checké par le médecin. Et Adam Pearce, donc maintenant Adam Pearce, le responsable, maintenant l'autorité de la WWE, mais qui n'a aucune crédibilité, regarde Shorty G et lui dit mais pourquoi tu démissionnes? Et donc Shorty G explique qu'il démissionne de Shorty G. Donc en gros, grosso modo, il arrête sa gimmick de Shorty G, du gamin chétif que tout le monde se moque par rapport à sa taille, et il veut devenir quelqu'un qui est inarrêtable et tout, un ancien champion du monde, un ancien champion par équipe. Il dit qui veut devenir Chad Gable. Donc on voit vraiment un retour à l'ancienne gimmick de Shorty G, parce que bah voilà, on ne cache pas, mais Shorty G il sert plus à rien. Ils savent pas ce qu'ils en font à la WWE. À un moment ils te font passer heel en tant que larbin de King Corbin. D'ailleurs, le roi Corbin il doit être cloîtré dans son château fort, mais au final Shorty G bah il sert plus à rien. Il fait un U-turn 2 semaines plus tard, il fait une fête avec Matt Riddle alors qu'il est en rivalité face à Matt Riddle. Donc au final ça part en cacahuète. Bon, il faut qu'il fasse un nouveau changement et peut-être pourquoi pas que maintenant Chad Gable deviendra plus fort qu'il ne l'est là. Parce que là, bah, de toute façon, ils peuvent pas faire mieux. Et donc là, on passe au segment que beaucoup de gens attendaient. Il y a la signature de contrat qui continue entre Bayley et Sasha Banks. Parce que pour information, Bayley n'a pas signé le contrat de la semaine dernière pour officialiser le match à Hell in a Cell. Et donc là, Bayley, voilà, qui est au centre du ring, accompagné toujours de sa meilleure amie maintenant et à chaise, qui dit que voilà, elle a eu 4 interviews et on lui a tous parlé de Sasha Banks. Et donc elle explique que tout simplement, Sasha Banks ne mérite pas son match de championnat à Hell in a Cell. Elle rappelle le mot que Sasha Banks a dit, que le nom Sasha Banks est plus long que son titre de champion de SmackDown. Et elle dit, voilà, mais c'est pas sa boss. Sasha Banks n'est pas la boss de Bayley. Et donc là, on a Sasha Banks qui arrive avec le contrat à la main et qui force Bayley à signer le contrat, mais Bayley ne veut absolument pas. Et à un moment donné, donc Bayley veut donner un coup de chaise à Sasha Banks esquive et elle a le titre de SmackDown dans les mains. Donc Bayley veut récupérer son titre et donc là Sasha Banks propose un accord en disant que voilà, tu signes le contrat, tu récupères ton titre. Mais au final Bayley ne signe pas et Sasha Banks, intelligente comme elle a réussi donc à piéger Bayley avec la chaise en la forçant à signer le contrat. Donc il apporte une sorte de bank statement avec HS en lui disant signe le contrat, et Bayley signe le contrat. Donc Sasha Banks a ce qu'elle veut, elle a le contrat, le match est officiel, bien qu'on sait qu'il est officiel, mais niveau scénaristique, il est officiel. Et là Sasha Banks promet à Bayley qu'elle va la détruire à Hell in a Cell. Et franchement, c'est un match que j'attends. C'est un match qu'on nous utilise depuis des mois. Et donc là, on a ce match. Et franchement, je suis assez curieux de voir ça. Et pour ceux qui veulent savoir mon opinion sur les potentiels gagnants de ce match, je vous laisse regarder juste ici. Je vous mets mon Jimbo Gnostic spécial Hell in a Cell en description. Et donc là, durant le show, on a le procès de Otis. Parce que comme vous le savez, depuis quelques semaines, Otis et Miz sont en rivalité. Et Otis donc est en procès face à ce dernier. Et donc là, on voit vraiment des échanges. Et à noter le juge. Parce que pour ceux qui ne suivent pas le catch depuis aussi longtemps que moi ou d'autres, il y a eu à une époque ce qu'on appelle le tribunal des catcheurs. Et le plus souvent, c'est le même principe qu'un vrai tribunal. Donc on avait un juge, il y a deux parties en opposé, et souvent le juge était un ancien de la WWE. Donc le plus souvent c'était Undertaker. Si ce dernier n'était pas là, c'était soit Triple H ou JBL. Et comme par hasard, qui est le juge de cette affaire? C'est ni plus ni moins que Wrestling God, JBL, John Bradshaw, Referee.
Et à noter que Ron Simmons est le vigie, donc en gros le gardien de cette affaire, donc comme par hasard, on peut supposer quelque chose. Et donc là, on voit vraiment les deux parties qui donnent vraiment leur opinion, mais on voit qu'à un moment donné, j'étais mort de rire dès le début, où le Miz sort un argument et que là, Otis contre en disant voilà, mais je mérite cette Money in the Bank parce que j'ai gagné le match Money in the Bank. Et là, tu vois, l'avocate du Miz qui dit ça c'est un bon argument, et le Miz qui vire son avocat. Et on voit quelques personnes qui parlent, qui témoignent. Donc on a par exemple Rey Mysterio qui parle par rapport au match Money in the Bank qu'on a eu. On a eu Asuka, mais bon, enfin Asuka elle parle en japonais, donc personne n'a compris. Même Teddy Long qui était là et qui n'a pas compris, qui n'a juste compris un mot. On a eu bien sûr les partenaires des deux parties, donc John Morrison et Tucker qui parlent en leur partie. Et donc au final, au moment de la décision finale de JBL, le Miz tend une maillette. Parce qu'en fait, JBL a donné son verdict en faveur d'Otis. Et donc là, le Miz sort une maillette. Et bien sûr, on connaît tous JBL par rapport à l'argent. Et donc là, il ouvre la maillette, il voit qu'il y a une sorte de pot de vin, donc de l'argent. Et donc là, il rend son verdict en faveur du Miz. Et il annonce que Otis et le Miz s'affronteront à Hell in a Cell. Et la maillette Money in the Bank sera remise en jeu. Donc si Otis veut conserver sa maillette, il devra battre The Miz. Mais pour être honnête, j'ai fait un sur mon Dimon aussi, j'en ai parlé de ce match. Et pour moi, ce sera le Miz qui remportera le match. Donc imaginez le Miz qui a remporté la maillette Money in the Bank déjà une fois et qui a caché en plus à Raw sur Randy Orton pour devenir champion de la WWE. Imaginez, à Hell in a Cell, admettons, le Miz remporte le match, devient Mr. Money in the Bank, et d'un autre côté, on a Randy Orton qui bat Drew McIntyre pour devenir champion de la WWE. Imaginez le flashback qu'on peut tous savoir. Qui c'est? Le Miz qui cache la maillette sur Orton et il devient pour la deuxième fois de sa carrière champion de la WWE. C'est une supposition, mais je pense pas que ça va arriver de. Donc là, on passe au main event de la soirée, donc en ce qui concerne les combats, Seth Rollins face à son ancien disciple Murphy, et on voit vraiment une tension entre les deux. On voit vraiment que Murphy veut qu'une chose, c'est défoncer Seth Rollins, et franchement le match est très bon. Et il faut remarquer que durant le match, on a Aalyah Mysterio qui est en train de regarder le match de Murphy. Et on voit bien que Dominic et Rey Mysterio sont à côté en disant mais pourquoi tu soutiens Murphy, etc. Donc Aalyah Mysterio essaie de se justifier en disant que voilà, Murphy n'est pas Seth Rollins, il n'a rien à voir, il a juste obéi aux ordres. Et donc là au final, à un moment donné, Aalyah Mysterio s'en va. Donc on suppose qu'elle va venir dans le ring et le match est excellent. Victoire de Seth Rollins, voilà, très beau match. Et on voit qu'à un moment donné durant le match, Murphy se blesse à l'épaule. Bon, je tiens à préciser que c'est une blessure scénarisée, il vend la blessure, c'est pas une réelle blessure. Et à la fin du match, on a Seth Rollins qui vient prendre un kendo stick pour battre Murphy. Et donc là, à force de plusieurs coups, on a Aalyah Mysterio qui arrive, qui prend la défense de Murphy. Et peu de temps après, on a Dominic Mysterio qui est en train de parer à Aalyah, et Seth Rollins, fourbe comme il attaque Dominic Mysterio par derrière, et on a bien sûr le papa, on a Rey Mysterio qui arrive avec une chaise pour protéger ses enfants. Et là, on voit vraiment une division du côté de la famille, parce qu'on a d'un côté Rey Mysterio et Dominic, et de l'autre côté, on a Aalyah et Murphy. Donc franchement, je suis assez curieux de voir la suite des événements. Est-ce que Aalyah Mysterio va tourner le dos à sa famille par amour, parce que pour moi c'est une histoire d'amour entre Murphy et Aalyah Mysterio, donc je suis curieux de voir ça, ou peut-être l'inverse, que Murphy va réussir donc à intégrer la famille Mysterio contre Seth Rollins. Donc franchement je suis assez curieux de voir ça, et j'espère sincèrement que ce segment-là sera le dernier pour la famille Mysterio et Seth Rollins, parce que pour moi je trouve que ça dure depuis trop longtemps. Et donc là on passe au moment le plus intense de la soirée, la fameuse annonce de Roman Reigns suite aux conséquences de Jey Uso pour Hell in a Cell. Donc on a Roman Reigns accompagné bien sûr de son avocat Paul Heyman qui arrive, et on a un Uso sur écran géant qui est donc dans la loge de Roman Reigns, donc la loge du chef de la tribu, et on sait pas c'est qui parce qu'il est masqué, et il dit que c'est génial d'être dans la place du chef de la tribu, et il révèle son identité, et il s'agit du frangin Jimmy Uso.
Donc Roman Reigns est assez méfiant en se disant ouais, c'est Jimmy là d'un côté, Jey Uso doit pas être très loin. Et une bagarre éclate entre Roman Reigns et Jey Uso. Et on voit vraiment que les deux se rendent coup pour coup. Un big boot de Roman Reigns contre un super kick de Jey Uso. Et on voit que Jey Uso prend avantage en portant son Uso Splash sur Roman Reigns. Et on voit que Jey Uso repart, remonte à rampe avec son frangin Jimmy Uso. Mais Roman Reigns se relève, il prend le micro et il adresse donc son avertissement à Jey Uso en disant que voilà, Jey Uso ne comprend pas, mais Roman Reigns comprend. Il explique que voilà, Roman Reigns, s'il abandonne, ça n'empêchera pas de vivre. Il sera toujours ce qui est là. Mais par contre, si Jey Uso abandonne, est-ce qu'il pourra vivre en admettant que Roman Reigns est le chef de la tribu? Est-ce qu'il pourra faire vivre sa famille si il reconnaît Roman Reigns comme chef de tribu? Et il lui dit que si Jey Uso n'arrive pas à vivre avec ça, il fera plus partie de sa famille, quiconque. Et franchement, j'ai surkiffé ce moment parce que Roman Reigns dégage une telle énergie en tant que heel. Il est prêt à tout pour conserver sa ceinture de champion universel. Donc là, il sème le doute psychologique en Jey Uso en disant que voilà, mais si j'abandonne, est-ce que je vais pouvoir vivre avec ça? Le fait que j'ai jamais admis Roman Reigns comme chef de tribu, le fait d'abandonner d'une manière indirecte, admet que Roman Reigns est chef de tribu, est-ce que je vais pouvoir vivre avec ça? Et franchement, c'est tout simplement génial. Et du fait que Jimmy Uso a fait son retour, je suppose que ce dernier aura un élément important. Et j'aimerais trop qu'ils aillent beaucoup plus loin, qu'ils fassent venir le papa des Uso et donc l'oncle de Roman Reigns, le Hall of Famer Rikishi. Et là, franchement, ce serait génial. Sachant que Rikishi connaît la structure du Hell in a Cell. Il en est tombé du Hell in a Cell face à The Undertaker lors d'un match à 6 pour le titre de la WWE. Donc, on pourrait avoir voilà un petit sentiment, sachant qu'en plus, on nous rappelle bien que voilà, Jey Uso est aussi rentré dans la cellule de l'enfer, mais en équipe, jamais en solo, alors que Roman Reigns est rentré plusieurs fois. Il est rentré en 2015 face à Bray Wyatt, il est rentré en 2016 face à Rusev, et il y a 2 fois où il est rentré dans la cellule, il en est ressorti vainqueur. Donc Roman Reigns a l'avantage. Mais franchement, c'est tellement génial que ça permet de mettre un petit peu de doute aux fans, bien qu'on sait que sur le papier, c'est Roman Reigns qui va remporter le match. Jey Uso n'a aucune chance. Mais avec cette rivalité en cours, ça nous laisse un peu de suspense. Donc voilà, cette édition du SmackDown Review est officiellement terminée. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Lâchez un maximum de pouces bleus qui fait plaisir à la chaîne. Et activez la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et j'ai beau me répéter, allez ce soir sur la chaîne YouTube C'est ça Catch de notre ami Sturi à 20 h. Ce dernier nous diffuse gratuitement Road to Bodysoi 3. Donc le show de Bodysoi Wrestling que je vous ai parlé dans la dernière vidéo. Un show de catch franco-belge. Allez soutenir un maximum cette fédération. Toutes les fédérations par-dessus tout aussi. Parce que le circuit indépendant prend très cher à cause du Covid. Donc, montrez votre soutien. Abonnez-vous sur leurs réseaux sociaux. C'est peut-être pas grand chose pour vous, mais c'est beaucoup pour eux. Même pour nous, en tant que youtubeurs. Vous abonner à nos chaînes, c'est pas beaucoup pour vous, mais pour nous, ça représente beaucoup. Et en attendant, donc, Hell in a Cell, soyez tous très fiers d'être fans de catch. Et donc, à suite au prochain épisode. C'était Jimbo. Je vous fais des bisous et à la prochaine.